Donc, première mise au point, c'est sur cette maladie, cette pandémie. Le virus, il s'appelle le virus SARS-CoV-2. Vous allez voir pourquoi on l'appelle SARS-CoV-2. Alors, actuellement, ça, c'est les chiffres d'hier, je pense, ou d'avant-hier. Oui, c'est les chiffres d'hier. C'est 4 millions de patients infectés dans le monde, 274 000 décès, malheureusement, avec un taux de mortalité qui est aux alentours de 7%. En Algérie, on allait dépasser les 5 000 cas, 488 décès, près de 500 décès. Alors, beaucoup, coupez les caméras, s'il vous plaît, je suis en train de voir certaines caméras. Alors, en fait, beaucoup minimisent cette pandémie ou ce virus en disant oui, au Maghreb, on n'a pas beaucoup de cas, en Afrique, on n'a pas beaucoup de cas, c'est une grippe. Regardez juste ce chiffre-là qui va vous donner, je vais changer de pointeur, je puisse travailler convenablement. Alors, regardez, ça c'est les chiffres de mortalité du mois dernier, du mois d'avril, au niveau du monde entier. Et regardez, première cause de mortalité dans le monde, maladie Covid-19. Juste avant les maladies cardiovasculaires, le cancer et les autres pathologies. Donc c'est en train de prendre quand même une grande partie de notre activité et il est important de se documenter sur cette pathologie, qui est une pathologie, vous allez le voir, qui va toucher plusieurs vaisseaux, plusieurs organes, et donc il est très important de se documenter dessus. Alors. Donc, ce virus, c'est le suivant, c'est le SARS-CoV-2. Alors, pourquoi on l'appelle coronavirus? Parce qu'il a un aspect de couronne. Et en fait, il y a des centaines, voire des milliers de coronavirus. Ils existent depuis bien longtemps. La majorité d'entre eux sont portés par des animaux, mais il y a certains d'entre eux qui sont transmis à l'homme. Et ceux qu'on connaît, on connaît depuis longtemps, il y a certains alpha-coronavirus, mais il y a aussi des bêta-coronavirus qui sont présents qui sont connus, qui donnent quelques signes de grippe. Alors, depuis le début des années 2000, le premier bêta-coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV, qui s'appelait à l'époque le SARS-CoV, on peut maintenant l'appeler SARS-CoV-1, il est apparu en 2003. Et puis le MERS-CoV en 2012 et maintenant le SARS-CoV-2. Donc, vous voyez que la famille des coronavirus est nombreuse et elle est essentiellement divisée en deux, les bêta-coronavirus et les alpha-coronavirus. Alors, ce SARS-CoV apparu en 2003, il avait une mortalité à peu près 10% de mortalité. Donc, il tuait plus de patients que le SARS-CoV-2 qui, je vous rappelle, actuellement, on est aux alentours de 7% de mortalité. Ce premier cas, s'il vous plaît, coupez vos micros. Le premier cas en 2003 est apparu en Chine, à Fushan, et il a entraîné 8600 cas dans le monde, 80 pays touchés. Vous voyez que ce virus est moins contagieux que le SARS-CoV-2. Après 2012, apparition d'un deuxième bêta-coronavirus qui est le MERS-CoV, qui est apparu au Moyen-Orient et qui, lui, est transmis par le dromadaire et qui occasionne une mortalité assez importante. Regardez, 33% de mortalité. Mais à peine 2300 cas dans le monde, essentiellement au Moyen-Orient. Et puis, vous connaissez tous maintenant l'épidémie au SARS-CoV-2. Ce virus apparu en Chine à Yuan, dans un marché de bestiaux, ou en tous les cas, le point de départ a été le marché de bestiaux, tout simplement parce que c'est un virus qui est porté par la chouette, oh là là, j'oublie le nom de cet animal, la chauve-souris, voilà. La chauve-souris qui l'a transmis au pangolin,
qui est un animal qui consomme surtout les fourmis. On ne sait pas comment il a été transmis au pangolin et qui serait transmis à l'homme. Il faut savoir que les Chinois consomment cet animal, ce pangolin. Donc, l'épidémie a débuté à partir de Chine et la ville de Wuhan. Voici ce virus, ce coronavirus. Alors, comment il rentre dans les cellules? Il rentre à travers, il a des spikes, des protéines S spike, qui vont s'accrocher à des récepteurs cellulaires ACO2. Je vais en parler tout à l'heure de ces récepteurs. Une fois qu'ils s'accrochent, il y aura une endocytose et il y aura une pénétration à l'intérieur de la cellule. Alors, pour mieux comprendre, ce récepteur ACE2, c'est le suivant. Alors, l'ACE2, c'est quoi? L'ACE2, c'est enzyme de conversion 2. En fait, nous, les cardiologues, on connaît le système rénine-angiotensine. Et même vous, normalement, vous l'avez fait en deuxième ou en troisième année. Le système rénine-angiotensine, c'est quoi? Il y a l'angiotensinogène qui est transformé grâce à la rénine en angiotensine 1. Et puis l'enzyme de conversion ACE1. Nous, on ne connaissait pas la CO2, en tous les cas, on avait omis cette partie du système rénine-angiotensine. L'enzyme de conversion présent essentiellement dans le poumon va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur, un puissant agent qui va entraîner vasoconstriction, et il est la cause de l'hypertension artérielle, et vous allez voir ça dans vos cours d'hypertension artérielle. Et en fait, grâce à ce virus, nous, cardiologues, on a compris qu'en fait, il y a l'ACO2. Nos amis infectiologues connaissent cette enzyme, l'ACE2, depuis très longtemps, depuis au moins début des années 2000. Et donc, cette ACE2, cette enzyme de conversion 2, va transformer l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Vous voyez ici. L'angiotensine 1,7 qui a des effets totalement contraires à l'angiotensine 2. Il a des effets antioxydants, alors que l'angiotensine 2 a un effet pro-oxydant. Il a un effet anti-inflammatoire, alors que l'angiotensine 2 a un effet pro-inflammatoire. L'angiotensine 2, puissant vasoconstricteur, l'angiotensine 1,7 va être un vasodilatateur. L'angiotensine 2 a un effet profibrosant. L'angiotensine 1,7 a un effet antifibrosant. Et donc, il y a cet équilibre dans le système rénine-angiotensine qui est maintenu entre l'enzyme de conversion, s'il vous plaît, coupez les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coupez les micros. Je ne peux pas couper tous les micros. S'il vous plaît, coupez les micros. C'est vraiment très pénible de faire le cours en vous écoutant. Alors, donc, je disais qu'il y avait... S'il vous plaît, coupez les micros. Alors, donc je disais qu'il pénètre au niveau de l'organisme avec ce récepteur, la CE2. Et il va donc entraîner un certain nombre de manifestations cliniques. Alors regardez, je vous ai mis un petit peu tous les virus qui existent, ou en tous les cas les plus connus, avec une courbe ici de létalité et une courbe ici de contagiosité. Vous voyez par exemple que le MERS de 2012 a une mortalité de 33%. Le SARS-CoV a une mortalité qui est maintenant devenue ici, c'est une vieille plaque, aux alentours de 7%. Mais son problème, c'est un problème de contagiosité. C'est un virus qui est très contagieux. Notamment dans certaines contrées, on voit qu'en Afrique, au Maghreb, il a perdu de sa contagiosité. Il y a plusieurs explications qu'on est en train éventuellement d'évoquer. Regardez, en 2003, premier cas apparu en Chine, le 16 novembre. Il a fallu attendre 3 mois avant que les autorités chinoises signalent l'épidémie à l'OMS. Alors qu'avec le SARS-CoV-2, à peine 23 jours, tellement
le nombre de cas a augmenté, c'est dire que c'est un virus sans problème, c'est surtout un problème de contagiosité. Et donc, tout a débuté ici, à Wuhan, dans la province de Hubei, avant que ce virus n'atteigne pratiquement le monde entier, et notamment l'Algérie. Alors, la transmission, elle se fait comment? Il y a une période d'incubation. Durant cette période d'incubation de 4 à 5 jours, les patients sont contagieux. Certains disent 24 heures avant, mais il faut savoir que 24, 48, voire 72 heures avant l'apparition des symptômes, les patients commencent déjà à être contagieux. La contagion se fait comment? Elle se fait essentiellement par les gouttelettes via le nez et la bouche. Il est aussi présent dans les selles, mais il n'y a pas de possibilité de contagion par ce biais. Alors, les signes cliniques, ben, c'est comme un petit peu tous les virus, il va donner plusieurs signes cliniques. Le signe le plus fréquemment rencontré, c'est la fièvre, 88%. Une toux, présente dans plus de 60%, fatigue. La fièvre peut être donc absente, la toux peut être absente chez certains patients. Il y a les signes digestifs qui peuvent être au premier plan. Les myalgies, là aussi. Donc, c'est une symptomatologie un petit peu polymorphe. Sans oublier qu'il y a un certain nombre de patients qui restent totalement asymptomatiques. On a eu des cas, notamment d'infirmiers infectés qui étaient totalement asymptomatiques et que nous avons détectés grâce à la recherche de patients contacts. Globalement, la maladie évolue donc en deux phases. La phase 1, où il y a les symptômes qui sont totalement aspécifiques, toux, fièvre, myalgie, signes digestifs. Et puis, il y a une deuxième phase où il y a les signes pulmonaires qui sont en premier plan, les patients sont très dyspnéiques. Et durant cette phase, chez certains patients, à peu près entre 10 et 15% des patients, ils vont développer une forme grave de la maladie, avec un déclenchement d'une immunité importante, une dysrégulation du système inflammatoire, du système immunitaire, entraînant une hyperinflammation et entraînant ce qu'on appelle, nous, l'orage cytokinique ou un orage immunologique qui va entraîner un syndrome inflammatoire important. Les facteurs biologiques de la forme grave sont une hyperglycocytose, alors que normalement on retrouve une leucopénie, donc qui signerait peut-être une surinfection, une lymphopénie profonde, la procalcitonine, qui est un élément qui est retrouvé dans les infections bactériennes et qui signerait une surinfection, l'hypoalbuminémie, l'atteinte hépatique, l'augmentation des dédimères et et apparition d'enzymes cardiaques. OK. Alors. Donc, le reste de l'examen à faire, la radio du thorax. La radio du thorax, il faut savoir qu'elle est très peu spécifique et très peu sensible. Il est très difficile de voir les images. Et l'examen clé dans le diagnostic est la TDM thoracique, qui va nous permettre, qui est positif assez rapidement, qui va se positiver dès le 3e jour. Et donc, on aura des signes radiologiques de pneumopathie virale spécifiques. Et donc, il y a une sensibilité qui est très élevée. La confirmation diagnostique, par contre, alors le type de scanner, c'est des scanners qui sont faible dose, non injectés, donc il y a une faible dose de rayonnement, une rapidité d'acquisition. Par contre, les scanners injectés vont être faits chez les patients qui s'aggravent ou chez des patients qui ont des signes d'embolie pulmonaire. On a remarqué que dans cette maladie, il y a un problème de coagulation dans les formes graves, et les patients qui s'aggravent rapidement, il ne faut pas hésiter à leur refaire des scanners thoraciques en injectant
en injectant afin d'individualiser les embolies pulmonaires. Je passe sur les signes radiologiques juste pour dire il ne faut pas oublier qu'il y a un grand nombre de patients asymptomatiques. Je vous ai mis ici, c'est une série de patients qui ont eu un PET scan. C'est des patients qui étaient programmés depuis longtemps pour des recherches de tumeurs ou bien pour étudier les extensions tumorales ou bien pour évaluer des patients néoplasiques, donc des rendez-vous bien avant pris, bien avant l'apparition du Covid. Au moment de leur rendez-vous, au moment du PET scan, on retrouve des lésions alors qu'ils étaient totalement asymptomatiques. Alors la confirmation diagnostique, et là c'est important, la confirmation diagnostique, c'est qu'il faut individualiser le germe, qu'il soit bactérie ou virus. Et ici, le seul moyen d'individualiser le germe, c'est avec la PCR. Vous regardez cette longue tige qu'on va introduire au niveau du nez pour faire des prélèvements au niveau du nasopharynx et l'envoyer au laboratoire pour faire une PCR quantitative et constituer, diagnostiquer l'ARN du génome, et c'est le seul moyen de confirmer le diagnostic. Le reste des moyens, c'est des moyens indirects qui vont nous, tels que le scanner, les sérologies et la clinique, qui sont des moyens indirects. Mais le seul moyen de confirmation diagnostique, c'est cette fameuse PCR. Alors, les formes cliniques, j'en ai parlé, plusieurs formes, la forme légère ou non compliquée, où on n'a pratiquement pas de signes, les formes modérées avec pneumonie sévère, et puis les formes sévères et les formes critiques qui, eux, nous inquiètent. Alors, qui sont les patients qui vont développer ou qui sont à risque de développer cette forme grave? Ben, ce sont les sujets âgés, ce sont les patients qui sont porteurs de cardiopathie, et donc vous êtes externe en cardiologie. Il faut savoir que nos patients en cardiologie sont à risque de développer les formes graves. Les insuffisants respiratoires aigus, les insuffisants respiratoires chroniques, les patients qui souffrent de cancer et qui sont sous traitement de chimiothérapie, donc qui sont immunodéprimés, les patients obèses, là on a remarqué, les diabétiques au stade de complications et certaines publications des sujets de race noire, mais de race noire qui vivent dans des contrées européennes ou américaines. Le point commun entre tous ces patients à risque, c'est surtout leur immunité. C'est des patients, le sujet âgé, il y a le vieillissement du système immunitaire. Les patients atteints de pathologies chroniques ont un système immunitaire qui est altéré. Les obèses, les diabétiques, et donc tous ces patients à risque d'immunité faible vont avoir des risques de développer la forme grave. Alors, pourquoi on a peur? Vous allez me dire, oui, 7% de mortalité, c'est moins que le MERS-CoV, c'est moins que certains virus, c'est moins que certaines pathologies graves. En fait, notre crainte, c'est surtout d'avoir, c'est un virus qui est très contagieux. Vous avez vu la contagiosité, et si 40 millions d'Algériens ont ce virus, vont être infectés parce qu'il est très contagieux, 10% de 40 millions, c'est 4 millions quand même. Et on risque d'avoir 10% de formes graves avec peut-être 7% de mortalité. Donc le but, c'est d'éviter d'avoir trop de personnes contaminées pour un petit peu éviter que notre système de santé soit dépassé par le nombre de formes graves. Il faut savoir que les formes graves nécessitent souvent une réanimation et le nombre de lits de réanimation sont peu nombreux dans les différents pays. En moyenne, en Europe, c'est 12 à 15 lits de réanimation pour 100 000 habitants. Nous, c'est moins. On a 1 à 2 lits pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez que le but, c'est d'éviter la contagion. Et c'est pour ça qu'il y a ces mesures barrières. C'est pour ça que nous faisons le cours maintenant via visioconférence, tout simplement pour limiter la contagion et limiter le nombre de cas graves. Alors, juste quelques plaques pour vous dire que nous, en cardiologie, on est très touchés parce que
La dyspnée, vous allez le voir, c'est un signe fonctionnel assez fréquent en cardiologie. Donc, on a beaucoup de patients qui consultent pour dyspnée directement chez nous. Les enzymes cardiaques peuvent être élevées et donc on est concerné en cardiologie. Les douleurs thoraciques aussi, c'est un signe fréquemment constaté chez ces patients puisque la toux va entraîner, une toux récurrente peut entraîner des douleurs thoraciques pariétales et les patients parfois consultent pour cette douleur et non pas pour la toux. Et enfin, les thérapeutiques vont entraîner certaines perturbations, certaines contre-indications sur l'électrocardiogramme. Et donc, on peut, le cardiologue et même l'externe, l'interne, doit dominer l'électrocardiogramme pour pouvoir essayer de diagnostiquer les effets secondaires de ces traitements. Donc, en résumé, il y aura un avant et un après Covid, ça c'est clair. On est tous impliqués, le cardiologue, mais toutes les spécialités sont impliquées car c'est une maladie multiviscérale qui touche plusieurs organes. Et donc, vous, en tant qu'externe, vous devez vous documenter. À chaque fois, il y a des nouveautés chaque jour. Il y a 1600 à 2000 publications par semaine. N'hésitez pas à assister il y a plein de webinars qui se font. N'hésitez pas à assister, d'autant plus que vous avez beaucoup de temps et vous documentez là-dessus.